Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés plus turbulents. Vous l'aurez sans doute constaté depuis quelques semaines. Et la semaine passée, la fin de semaine a été encore le reflet de ces turbulences de marché. Des marchés turbulents, certes, mais résilients néanmoins, puisqu'on a vu la reprise des indices du CAC 40 sur les points bas de la semaine dernière, qui a été assez spectaculaire au point que le CAC 40 a marqué un nouveau plus haut ce matin en début de séance à plus de 6400 points pour le CAC 40 Cash. Voilà, la pression haussière redescend un peu et on reste sur des marchés qui patinent désormais. 6357 points pour le CAC 40 à mi-séance en baisse de 0,4%. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Notez que c'est une semaine alors qui sera animée par différentes statistiques, la suite des publications d'entreprises qui vont bientôt se terminer, puis quelques statistiques importantes, notamment en fin de semaine avec les enquêtes de conjoncture PMI pour le mois de mai qui seront publiées vendredi donc, et ce sera une semaine technique avec l'échéance mensuelle du mois de mai, un CAC 40 donc pour l'instant qui devrait marquer une nouvelle échéance positive, la 7e consécutive depuis l'arrivée des vaccins, alors que les programmes de réouverture dans les pays développés vont s'accélérer tout au long de la semaine. Dès aujourd'hui au Royaume-Uni avec la levée de certaines restrictions, notamment la possibilité désormais de dîner ou de déjeuner en intérieur dans les bars et restaurants. Mercredi, ce sera au tour de la France, bien sûr, entre autres, de franchir une nouvelle étape en matière de réouverture, alors que les États américains continuent eux aussi d'avancer dans ce sens. La ville de New York, notamment, autorisera cette semaine la pleine ouverture des lieux de vie à partir de mercredi. Les programmes de réouverture qui sont en marche dans les économies développées, alors que la situation dans les émergents reste compliquée. Sur le plan sanitaire, on parle désormais d'une 4e vague pour plusieurs pays d'Asie de l'Est. Le plan de trading, comme chaque lundi à la mi-journée, ce sera évidemment le rendez-vous à suivre dans quelques minutes avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, qui est à mes côtés en plateau pour entamer la semaine. Des marchés turbulents mais résilients. Le point complet à mi-séance en ce début de semaine, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est en léger recul à la Bourse de Paris à la mi-journée, dans une séance de début de semaine relativement calme avec des échanges qui totalisent à peine plus de 500 millions d'euros pour le moment. La semaine qui arrive qui marque dans plusieurs grandes économies occidentales le début d'un allègement des mesures de restriction. Le Royaume-Uni a par exemple décidé de lever l'obligation de quarantaine pour les voyageurs arrivant sur son territoire pour tous les passagers arrivant de pays figurant sur la green list du gouvernement à partir d'aujourd'hui. En France, les terrasses rouvriront ainsi que les musées, les cinémas ou encore les complexes sportifs, mais en respectant des jauges, tandis que le couvre-feu sera lui étendu à 21h à partir de mercredi. Aux États-Unis, les jauges vont justement disparaître dans les restaurants, magasins et lieux culturels à compter de mercredi également. En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des ventes de détail au mois d'avril en Chine qui progressent de 17,7% sur un an. Cela reste un rythme moins soutenu qu'anticipé par le consensus qui prévoyait une progression de 25%. La production industrielle en Chine toujours progresse de son côté de 9,8%, soit légèrement moins que les 10% anticipés. Côté statistique, toujours les investisseurs suivront cette semaine le PIB de la zone euro au premier trimestre ainsi que la balance commerciale au mois de mars en zone euro toujours, avant de découvrir vendredi les premières estimations d'indices PMI pour le mois de mai. On passe aux valeurs à présent à suivre à Paris. Du côté des valeurs, donc Antoine de Saint-Affrique devrait prendre aujourd'hui ses fonctions en tant que directeur général de Danone. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le Figaro hier, faisant suite à une information relayée la semaine dernière par le journal Les Échos. Si la nomination n'est pas encore officielle, elle est déjà largement relayée dans la presse. Antoine de Saint-Affrique qui dirigeait jusqu'alors le géant suisse du chocolat, Barry Callebaut. On note également que le projet de rapprochement entre Veolia et Suez est passé devant les conseils d'administration des deux entités qui ont entériné l'accord définitif de rapprochement. Un rapprochement, on le rappelle, avec un prix d'acquisition de 20,50 € par action Suez et qui donnera lieu ensuite à une scission du groupe pour créer un nouveau Suez qui sera cédé à un consortium d'investisseurs comptant notamment GIP ou encore Meridiam. À Paris, toujours, on note que Sanofi annonce de son côté le lancement dans les prochaines semaines d'une étude de phase 3 pour le vaccin
que le laboratoire développe contre la Covid-19 avec GSK. Le laboratoire français qui annonce que les tests de phase 2 montrent une production élevée d'anticorps neutralisant chez les adultes toutes tranches d'âge confondues. Ailleurs qu'à Paris, on note que Ryanair annonce de son côté une perte annuelle de 815 millions d'euros à la suite de l'annulation de plus de 80% de ses vols sur son exercice 2020-2021. La compagnie aérienne signe sa plus forte perte annuelle. À titre de comparaison, le bénéfice net de Ryanair sur l'exercice précédent s'élevait à un peu plus d'1 milliard d'euros. Le groupe anticipe cependant un fort rebond de ses activités sur l'exercice à venir et espère même un retour à l'équilibre financier dès l'exercice 2021-2022. Et on note enfin aux États-Unis que selon Bloomberg et le Financial Times, des discussions seraient en cours actuellement entre le groupe de médias Discovery et AT&T. AT&T qui a racheté Time Warner il y a 3 ans et qui réfléchirait à une fusion de Discovery et de ses activités médias, aujourd'hui appelées Warner Media. Pour l'heure, le format du rapprochement n'est pas encore arrêté, selon toujours le Financial Times. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Bon, et c'est une semaine intéressante sur le plan technique avec l'échéance des contrats futurs ce vendredi. Ce sera l'échéance mensuelle du mois de mai. Romain Dobré est à mes côtés, comme chaque lundi, à la mi-journée pour entamer la semaine sur les marchés. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue, Romain. Bonjour, Grégoire. Comment est-ce que les marchés appréhendent cette nouvelle échéance ? Je le disais, ce sera la 7e échéance positive d'affilée, a priori, pour les marchés, avec un CAC 40 là, qui est allé chercher les 6400 points encore ce matin à l'ouverture avant de se tasser un petit peu à mi-séance. Beaucoup, c'est un marché très technique, une semaine technique, effectivement. Oui, peut-être, effectivement, 7e échéance d'affilée depuis le mois d'octobre, donc un gros record. Ça a l'air bien parti, effectivement, puisque pour l'échéance, en tout cas, et jusqu'à vendredi prochain, sur l'échéance du mois de mai, les portefeuilles sont très couverts à nouveau. Il y avait un petit déficit de couverture qu'on avait évoqué en début de semaine dernière, un trou d'air qu'on est allé chercher, donc aux alentours des 6200 points, on est descendu à 6140. C'est la séance de jeudi, ça, pour ceux qui ont raté quelques épisodes avec le pont de l'Ascension. Oui. Voilà, il y a eu le gros trou d'air de jeudi, un gros trou d'air qui a duré quelques heures. Quelques heures, et un rebond qui a duré quelques heures aussi, en continu, non-stop, très très technique, toujours très algorithmé. Il suffit de zoomer sur un graphique, de passer des unités de temps inférieures à celles de la journée, et on voit très bien que les bougies, la construction est parfaite. C'est donc signe de résilience, oui, mais signe de manque d'intérêt un peu aussi. Je pense qu'il y avait une bagarre qui s'était entamée entre vendeurs et acheteurs, ou acheteurs et vendeurs, à partir du 4 mai, quand il y avait eu cette petite phrase de Janet Yellen qui avait fait un trou d'air sur les marchés. On disait que acheteurs et vendeurs s'étaient neutralisés, que 10 000 contrats futurs avaient été ouverts sur le futur, et que les vendeurs n'avaient pas capitulé pour une fois. C'était manifestement le cas. Je pense qu'il y a eu un peu de pression baissière quand le trou d'air s'est confirmé jeudi, et que les vendeurs se sont fait coincer par, une fois encore, la spéculation acheteuse. Pas beaucoup le font parce qu'on voit que les volumes sur l'indice CAC 40 et sur les autres indices d'ailleurs sont moins importants dans le rebond que dans le mouvement de baisse. Donc toujours à mon avis cette idée de prise de bénéfice, d'alléger un peu sur les niveaux actuels quand c'est possible et de légère distribution, alors qu'en contrepartie on a du mal à payer les niveaux actuels, et donc beaucoup de spéculation qui arbitre et qui enregistre tous ces mouvements. On voit que le marché a donné des petits signaux de faiblesse à nouveau ce matin. Donc il n'y a pas d'alerte majeure dans l'immédiat, pas sur l'échéance en cours en tout cas. Un niveau de couverture qui a été, en tout cas une zone qui a été très travaillée sur les options de vente, qui a été très renforcée vendredi, c'est 6275, 6325. On va surveiller ce niveau important parce qu'il y a eu vraiment 8000 options, non, 8000 options ouvertes dans cette zone-là. Donc c'est très dense. Est-ce que c'est de la vente de put ou de la couverture? C'est difficile de dire. Un peu probablement des deux. Donc un marché qui va arbitrer en tout cas au-dessus de ces niveaux-là. J'ai l'impression qu'on aura du mal à franchir peut-être 6004 de façon puissante. On a peut-être des extensions possibles, mais il y a une grosse ligne de vente de call 6400 sur l'échéance en cours. Ouais. En revanche, sur le mois de juin, on arrive un peu toujours en roue libre. Je vous le confirme depuis plusieurs semaines. Je surveille ça de près parce que c'est quand même une échéance semestrielle, une échéance importante. C'est ça. Ouais. Et on arrive un peu complaisant, alors pas méchamment, mais jusqu'à 5800 points. Il n'y a pas de couverture. On parlait d'une ligne importante à 6000 points. Elle est divisée par deux. Il n'y a plus que 2000 puts, un peu plus, sur le strike 6000 sur juin. C'est quoi l'idée derrière, Romain? Les investisseurs sont prêts effectivement à laisser le marché peut-être retomber jusqu'à 5800 points pour le CAC 40? C'est ce qu'il faut comprendre? C'est ce que je pense. Puisqu'effectivement, en dessous, il y a quand même de la couverture, de la protection. Jusque-là, je pense que la couverture coûte cher depuis plus d'un an, que le marché est bien monté, que tout le monde est assez
il y a un gros consensus qui a l'air de ressortir sur le fait d'acheter le marché sur repli. On sait qu'il y a du cash encore, donc pas d'alerte majeure non plus de ce côté-là, mais un gros consensus qui a l'air d'espérer 7 à 10% de baisse. Ce serait le point idéal, quoi. Ce serait pour le point les idéal. gérants, racheter à 5008, le CAC, ce serait idéal. Ce serait idéal. On sait que malheureusement, on sait que sur les marchés, ça se passe jamais dans le point idéal. Donc c'est soit un peu avant, c'est ce qui a l'air d'être le cas jeudi, dans le trou d'air de jeudi dernier. On avait une cible graphique idéale autour des 6050 points, on s'est arrêté à 6140, 6138. Voilà, un marché qui laisse pas l'opportunité de baisser beaucoup. Ceci dit, c'est pas dans des marchés comme ceux qu'on a connus jeudi et vendredi dernier que les gestions prennent de grosses décisions. Ça va beaucoup trop vite pour pouvoir intervenir, et puis les volumes le confirment aussi. Donc voilà, une cible qui a l'air d'être se jouer autour de ces niveaux-là, autour de 5800 points. Ce ne serait pas bon de la rompre, à mon avis, puisqu'il y a quelques niveaux intermédiaires derrière, mais c'est une dynamique qui, en tout cas, semble un peu compliquée pour les semaines à venir. Bon, ce sera intéressant de suivre cette échéance et de voir comment le marché se comporte après l'échéance. C'est toujours aussi des moments clés, des moments intéressants pour la technique et l'analyse de marché. Ce qui a été aussi très frappant en fin de semaine dernière, c'est la reprise du Nasdaq, Romain. C'est-à-dire que ça a été l'indice qui a ramené le marché américain quasiment à l'équilibre en fin de semaine dernière. Il a très bien tenu sur un niveau d'alerte important avec un gap, et c'est vrai qu'il avait donné des gros signes de faiblesse. On voit là le canal haussier de moyen terme qu'on surveille, qu'on travaille, qu'on présente ici depuis plusieurs semaines. On a été le tester parfaitement, encore une fois, cette zone d'alerte. Je n'ai pas changé une virgule du graphique, en dehors de quelques supports et résistances. Voilà, c'était l'alerte de court terme, et on réouvre en gap vendredi. On remonte et on repasse un niveau de support à 13 294 points. On défend ce niveau-là. Donc, même si la zone d'alerte était rompue, c'est quand même une alerte de moyen terme. L'alerte de court terme est cassée. Même si la zone était rompue, ça ne veut pas dire que le marché parte à la baisse forcément. Il pourrait continuer à consolider. Mais effectivement, grande résilience après un mouvement de baisse hyper technique, et on voit qu'il s'est arrêté parfaitement précisément sur les niveaux. Est-ce que c'est même un signe de force du Nasdaq d'avoir ce genre de réaction là aussi puissante sur des niveaux d'alerte? Pour l'instant, c'est un signal mitigé. D'accord. C'est que il est technique. Ça veut dire qu'on réagit sur des points importants et que tout le monde les voit, les travaille de la même façon. C'est plus de la technique dans ce marché. Je pense qu'on se précipite pas non plus pour le payer. En témoignent les volumes qui sont pas extraordinaires. Ils sont conséquent, mais pas aussi lourd que dans les mouvements de baisse. Sinon, c'est plutôt un marché très technique, c'est ça que ça indique pour l'instant, avec au-dessus de 13 535, possibilité de réaccélérer, d'aller chercher 13 842. On voit le niveau sur lequel le marché s'est bien retourné avec ce petit double top qui a bloqué un peu à 14 000, au-dessus des 14 000 points. Donc, pour l'instant, pas un grand signe de force, un grand signe de technicité. La force, elle serait d'aller se réinstaller au-dessus avec des volumes. On n'en est pas encore là, c'est un peu mitigé pour l'instant. Quel est le message que nous envoie le S&P 500, le grand indice large américain, Romain? Pareil, un message un peu alors, c'est un peu plus mitigé, ça m'inquiète un peu plus sur les indices. Des grandes bougies comme celles qu'on voit là, alors ça peut être des pendus, il y a différentes catégories de bougies comme ça qui sont des bougies d'indécision. Tout en haut de marché, on n'aime pas tellement en fait ces grandes bougies avec des grandes mèches et des petits corps tout en haut, qui pourraient pour l'instant témoigner au moins d'un signal d'arrêt dans le marché, mais qui en tout cas témoignent au minimum d'un arrêt, voire de signaux de désorientation et de signaux de retournement. On le verra un peu plus franchement sur le DAX, mais en tout cas, on est capé et florent entre deux zones, 4174, 4238 sur le S&P. Si on arrive à déborder, on peut accélérer un petit peu. On a encore, pour l'instant, un peu moins à gagner, à mon avis, à court terme, à la hausse qu'à la baisse, mais les alertes sont lointaines, et un marché qui retracerait un peu ne ferait pas de mal non plus, ce ne serait pas un drame. Encore une fois, les volumes sont un peu plus faibles, mais vous voyez ces bougies de désorientation en haut de marché, mais dans un marché qui est resté très propre, à l'intérieur de son canal haussier, qui n'est même pas allé chercher la borne basse pour le S&P. Pour l'instant, c'est résilient, il n'y a pas de figure de retournement. Bon, un peu plus de désorientation, c'est pas complètement illégitime au regard de la volatilité des statistiques économiques, par exemple. On en parlera avec Frédéric Ducrozet dans un instant, mais c'est vrai que la lecture de la dynamique conjoncturelle n'est pas forcément évidente. On l'a vu encore avec les statistiques américaines la semaine dernière. Le DAX en Europe, là, vous nous disiez, Romain, alors situation mitigée pour le S&P 500, le DAX aussi, visiblement, avec peut-être des figures techniques à surveiller, là aussi, sur les points hauts qu'on a pu atteindre. C'est ça, en fait, ce sont des bougies du même type, qu'on voit avec des pendus en haut de marché, des bougies avec des très très grands corps et des des très grandes mèches et des tout petits corps en haut, et peut-être une structure, alors je le mets avec un point d'interrogation, mais une structure justement des orientations qu'on n'aime pas beaucoup, qui est en haut de marché, qui s'appelle un triangle inversé. C'est-à-dire qu'on oscille dans des structures
pas très propre, pas facile à travailler, avec un peu de façon brutale et aléatoire comme on le connaît là, avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus hauts. Ça forme ce triangle inversé, cette structure d'élargissement qui traduit en général de la désorientation en haut de marché. On explique souvent ce mouvement-là par le fait que les grosses mains allègent, distribuent un peu, et que le marché remonte faute de pression baissière. Et c'est probablement ce à quoi on a assisté avec ce contre-pied des vendeurs. Ça monte parce qu'il n'y a pas de vendeurs en fait. Ça monte parce qu'il n'y a pas de vendeurs. Et ça baisse parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Exactement. C'est cette zone de vide. Alors les acheteurs, on considère dans ces cas-là que ce sont les moins initiés du marché qui font remonter et qui payent et qui voit le marché repartir, faute de contrepartie. Donc, c'est pas encore le cas, elle est pas très bien dessinée. On est allé chercher qu'une fois la borne haute, on a des bornes basses qui sont très basses, mais je surveille ce genre de signaux qui ressemble un peu à celui du S&P, et quand on zoome, on voit des figures qu'on n'aime pas tellement. On en avait une qui s'était dessinée très proprement, on la voit ici, en 2020, avant la pandémie, où il y avait vraiment un triangle inversé cette fois-ci, très propre, très net, et on voit que malgré des niveaux plus hauts, on avait été formé une accélération baissière brutale. Donc 9 fois sur 10, ces figures-là, quand elles sont validées, se terminent par un mouvement baissier. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas très propres à travailler, donc prudence dans l'immédiat. Des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus hauts, signe de désorientation peut-être du marché et des investisseurs. Si on en vient au CAC 40, alors il y a deux manières de le regarder, le CAC 40 cash, que vous nous proposez en graphique hebdomadaire, et puis le futur CAC, alors celui qui va expirer ce vendredi en unité journalière. Oui, alors le CAC 40 cash, je voulais vous montrer parce que déjà, il est très propre toujours en haut de son. Ça, c'est le CAC 40 cash, donc qui est en hebdomadaire. Il est en haut de la borne de la borne haute de son canal haussier de long terme. On voit toujours ces bougies de désorientation, et le fait qu'on bute sur une résistance maintenant intéressante à 6398 points cash, donc à surveiller pour la semaine. Si on déborde ce niveau, on peut aller accélérer un peu à la faveur de l'échéance des marchés dérivés. Et en revanche, un niveau de support à 6154 qui a extrêmement bien fonctionné, qui devient important, qui va être l'alerte un peu pour un mouvement de consolidation un peu plus marqué sur le CAC 40 cash. Donc cette zone que je voulais vous montrer qui est importante, et puis un marché très propre, hyper technique, qui s'arrête sur des niveaux extrêmement bien travaillés toujours. Donc voilà, on pense que plus de la technique qu'il y a là-dedans que de grosses mains. Bon, et sur le futur, qu'est-ce qu'il faut noter de particulier, Romain ? Alors sur le futur, pareil, des petits signaux de faiblesse. Cette grande bougie verte, effectivement, qui était algorithmée parfaitement. On voit notre borne haute du canal haussier de long terme. Là, sur le futur, on l'a débordé. On a très bien travaillé autour. Grâce au graphique aux 14 heures, on voit qu'on passe au-dessus. Il y a cette bougie d'indécision qu'on est en train de former. Ça, c'est un graphique à ce matin, graphique en 14 heures. On va surveiller des niveaux techniques. Au-dessus de 6406 points, le niveau est bien identifié. On a buté dessus ce matin. On peut accélérer un peu, chercher 6435, pourquoi pas 6468. C'est l'extension qu'on pourrait envisager d'ici la fin de la semaine pour l'échéance des marchés dérivés, si le marché veut continuer à travailler dans le sens dans lequel il le fait. La première alerte, c'est 6346. La zone 330, 346 va être importante. C'est la borne haute du canal haussier de long terme. Si on la réintègre, pourrait accélérer un peu, et puis on a positionné notre alerte de court terme un peu plus loin cette fois-ci, puisqu'on connaît les embardées que peut faire le marché en ce moment, mais sous 6139 points, et cette grande extension, il y a peut-être une oblique qui est en train de se mettre en place. On va être un peu plus méfiant. Ça rejoint le niveau de 6154 sur le cash, des niveaux vraiment à surveiller, à ne pas enfoncer cette fois-ci. Là, la correction pourrait être plus marquée, plus violente. Quels sont les secteurs, valeurs même peut-être selon vous à surveiller quand on travaille par exemple sur le CAC ou sur les marchés en ce moment, Romain ? Alors pour les secteurs, oil and gas est un des secteurs forts un peu actuellement, qui a surveillé à mon avis plus que fort. D'ailleurs, les secteurs forts sont les banques, le luxe, clairement dans l'immédiat, mais à surveiller. Oil and gas est intéressant. Le secteur financier, les financières pourraient reprendre un petit peu, et le secteur de la santé aussi commence à surperformer, donc peut-être un signe de prudence en effet. Et puis du côté des valeurs, alors il y a pas mal de titres au sein de l'indice CAC, mais on a Carrefour, toutes les bancaires, Kering, L'Oréal parmi les valeurs du luxe, le grand Orange donne des signaux de force. Elles sont les valeurs fortes pour l'instant de l'indice parisien. Pernod, Sanofi est enfin valeur forte, alors qu'on a surveillé depuis longtemps. Si on commence à s'intéresser à la santé et aux télécoms, c'est nouveau quand même. C'est nouveau, ça fait un peu. Alors, le secteur des télécoms dans son ensemble est super fort, mais il continue. Lui, il continue. Mais individuellement, il y a des dossiers qui semblent intéressants. Thales, Total, Veolia nous intéresse aussi à surveiller pour cette semaine. Merci beaucoup Romain. On vous retrouve vendredi, ce sera donc l'échéance avec le rendez-vous de Smart Bourse, le 3e vendredi du mois. Vous serez aux côtés de Philippe Béchat et de Jean-Luc Hussac à partir de 18h30 dans Smart Bourse.
par téléphone, Frédéric Ducrozet nous rejoint pour quelques commentaires de marché. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. On parlait des marchés un peu plus turbulents, même si ils restent sur des niveaux évidemment très élevés. Il y a un point très intéressant là qu'il faut peut-être soulever avec vous, Frédéric. C'est la corrélation très forte désormais, très positive et très forte entre les actions, le S&P 500 américain par exemple, et le marché obligataire, avec l'idée peut-être que la moindre correction supplémentaire des marchés obligataires, c'est-à-dire la moindre remontée, poursuite de remontée des rendements obligataires deviendrait assez négatif pour les marchés actions. Comment vous analysez cette situation, Frédéric ? Effectivement, c'est une première, cette corrélation positive entre prix des obligations et marché actions. En tout cas, ce n'est pas la norme depuis maintenant plus de 10 ou 15 ans. Et c'est un problème pour des gérants de portefeuille d'une manière générale, puisque vous n'avez plus cette valeur refuge, vous avez moins de façons de protéger vos portefeuilles en cas d'effectivement de correction. On sait aussi dans l'ensemble depuis plusieurs mois maintenant que les marchés sont relativement chers. Ils pourraient être encore plus chers à l'avenir, mais c'est un problème ou en tout cas une nouvelle ère pour la gestion de portefeuille. Je crois que ça d'abord traduit aussi le fait qu'on sort malgré tout d'un nouveau régime, on sort d'une pandémie, on l'espère, mais aussi d'une période plus longue pendant laquelle les marchés obligataires ont été comprimés, ils le sont toujours par cette intervention des banques centrales toujours massive, en termes de stock en tout cas, mais en termes de flux, dans les mois et trimestres à venir, on peut espérer que les banques centrales achètent moins de titres d'État sur les marchés, et je pense que c'est ça, ce nouveau régime, cette nouvelle dimension auquel les marchés s'adaptent en avance, toujours forward looking. Et donc si les taux montent trop rapidement surtout, au-delà du niveau, je pense que c'est le rythme de remontée des taux, c'est un problème pour l'ensemble des marchés risqués. Et à noter enfin quand même que, pour zoomer à nouveau sur la période récente, on a eu énormément de chiffres économiques à digérer un peu dans tous les sens, surtout des surprises à la hausse, mais également en termes d'inflation, des mauvaises surprises entre guillemets pour le marché. Et pourtant, le 10 ans américain est toujours à peine autour de 1,60%. Donc la corrélation, c'est une chose. La direction des marchés pour les prochaines années va être probablement différente de celle qu'on a connue. En termes de niveau, on est quand même encore plutôt haut d'une manière générale sur les marchés actions et plutôt haut quand même d'une manière générale sur les marchés de taux. Ce changement de corrélation, cette nouvelle corrélation, Frédéric, est-ce qu'on peut en conclure par exemple que le marché ou les investisseurs ont déjà consommé une bonne partie du trade de réouverture, c'est-à-dire la remontée des taux qui est un signe d'espoir pour l'avenir en termes de croissance, d'inflation et qui entraîne des facteurs positifs sur le marché action. Est-ce que cette période-là est derrière nous ou pas forcément ? Alors c'est certain que, et c'est plus facile à dire a posteriori qu'ex ante, c'est certain que beaucoup de cet espoir et ces perspectives de réouverture étaient dans les prix. Le fait est que les corrections qu'on observe quand même maintenant de manière un peu plus régulière, un peu plus violente, un peu plus espacée, et plus rapide, elles viennent effectivement du fait qu'on ne peut pas aller au-delà de la réouverture totale des économies et du stimulus qui arrive des États-Unis. Il y a une limite probablement à cette surchauffe également des économies qui est peut-être devant nous. Mais néanmoins, encore une fois, en termes de niveau, tout dépend du point d'arrivée. Est-ce que les taux d'intérêt aujourd'hui, un 10 ans aux États-Unis, va s'établir à 2%, 2,5%, 3% à terme, ou peut-être qu'on a déjà vu le point haut. Il faut être très prudent sur ce point-là, et dans cette perspective, ça voudrait dire qu'effectivement, le potentiel de hausse de taux supplémentaires pourrait être finalement plus limité que ce qu'on attend. Il faut encore le décomposer, c'est le dernier point sur lequel on insiste souvent. Ce sont des anticipations d'inflation aujourd'hui qui drive cette hausse des marchés obligataires, en tout cas des taux d'intérêt à long terme depuis quelques mois, et non pas des taux réels. Et dans cette configuration-là, pour le moment, c'est plutôt bon toujours, alors peut-être moins pour les reopening, pour la réouverture des économies, mais toujours pour ce qu'on appelle des stratégies de value contre growth. Et là aussi, on est dans un régime différent parce que la corrélation entre les deux, pour le coup, est au plus bas. Donc les marchés peuvent continuer peut-être à être relativement volatiles et vulnérables, comme vous l'avez dit, mais néanmoins, il y a tout un segment de marché, le value, qui continue de se porter plutôt bien dans cette configuration. Vous le notiez, Frédéric, effectivement, les taux américains sont même revenus sur les niveaux qui prévalaient avant la publication du chiffre d'inflation mercredi dernier, qui a été le choc de la semaine dernière pour les investisseurs, mais
pas tant que ça quand on regarde évidemment le niveau des taux longs américains aujourd'hui, le 10 ans américain. En revanche, les taux longs européens, eux, continuent de se tendre. Frédéric, on est à 20 points de base positifs sur le 10 ans français par exemple aujourd'hui. On est allé à moins 10 points de base, je crois, au plus haut sur le 10 ans allemand. Qu'est-ce qui guide les taux européens aujourd'hui, tout simplement, Frédéric ? C'est une histoire un petit peu différente, effectivement, qui commence à tourner, entre guillemets, dans le mauvais sens, parce que tant que tous les taux d'intérêt aux États-Unis d'abord, puis dans le reste du monde, montent ensemble, de concert, avec, comme je disais, des anticipations d'inflation qui augmentent également, plutôt pour des bonnes raisons, dans ce cas-là, c'est moins un problème pour les banques centrales, et y compris pour la dette publique. Si les taux montent, ce n'est pas seulement le niveau des taux d'intérêt sur le taux de l'OAT française qui compte, mais c'est son niveau relatif à la croissance, à l'inflation. Et jusqu'à présent, tout allait bien, parce qu'un taux français légèrement négatif à 0 ou légèrement positif en ce moment, tant que la croissance et les perspectives d'inflation s'améliorent également, c'est tout à fait gérable. Si vous n'avez plus cette hausse aux États-Unis, mais une hausse un peu autonome, j'allais dire, en Europe, c'est un problème, surtout dans la mesure où la BCE s'est engagée depuis le début du mois de mars à acheter plus de dettes pour maintenir ces taux d'intérêt à des niveaux plus bas. Donc il y a un petit casse-tête qui se dessine pour la Banque centrale lors de la réunion de juin, et les choses peuvent tourner rapidement dans un sens ou dans l'autre. Jusqu'à maintenant, les faucons de la Banque centrale européenne voulaient déjà commencer à réduire les achats d'actifs. On pourrait tout à fait, d'ici 3 semaines, avoir la configuration inverse où, au contraire, on a une pression à nouveau qui monte sur la BCE pour qu'elle augmente, au contraire, ces achats. Ce sera intéressant. Le 10 juin, la réunion de la Banque centrale européenne, quoi qu'il se passe ou quoi qu'il ne se passe pas d'ailleurs, ce sera une réunion sans doute très instructive pour mieux comprendre ce qui se passe peut-être au sein de la Banque centrale européenne aujourd'hui et le niveau des débats au sein du Conseil des gouverneurs. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour l'analyse de marché proposée par Pictet Wealth Management. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.